bienvenue. Bienvenue sur ce webinaire dédié au recul du trait de côte. Ce 5e webinaire vient clôturer un cycle dédié aux risques majeurs. Nous accueillons ce soir Johanna Leplanois, avocate associée, que nous avons déjà eu le plaisir d'écouter il y a une semaine à l'occasion d'un webinaire sur les rôles et responsabilités des différents acteurs. Avant de lui passer la parole, je profite de ce petit moment qui m'est donné pour présenter notre association, la FPCNT, Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, la FPCNT œuvre en faveur du développement de la culture du risque et de la résilience des territoires. Dans le cadre de la montée en compétences des acteurs, nous avons lancé ce cycle de webinaires gratuit d'1 heure en fin de journée afin d'éclairer sur un sujet particulier lié aux risques majeurs. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer des sujets aussi variés que la résilience alimentaire, la culture du risque, la sécurité civile et récemment la communication en période de crise. Voilà pour les aspects d'annonce. Concernant quelques aspects pratiques, les supports de présentation qui seront diffusés à chaque webinaire seront en accès sur le site internet de la FPCNT et chaque webinaire donne également lieu à un replay que vous pourrez également trouver soit sur notre chaîne YouTube, soit sur notre site internet. Je mettrai les liens en fin de webinaire. Tout le long du webinaire, nous vous inviterons à poser vos questions dans le chat. Vous avez une petite bulle avec qui s'appelle conversation. Vous pourrez poser vos questions. Et sinon, je donnerai avec plaisir la parole à ceux qui le souhaitent au bout de 30 à 40 minutes. Pour cela, il suffit de cliquer sur lever la main et je vous laisserai la parole en fin de présentation. Un très court questionnaire de satisfaction vous sera également proposé en fin de webinaire pour mieux avoir vos retours et savoir si cette formule vous convient bien, si le créneau convient, le timing et quelles problématiques vous souhaiteriez ou quelles thématiques vous souhaiteriez que la FPCNT aborde en 2024. Voilà pour les petits aspects techniques. Je vais laisser la parole à Johanna pour ce webinaire qui promet d'être passionnant sur le sujet d'actualité, le recul du trait de côte. À toi, Johanna. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va parler du recul du trait de côte. Donc un risque un petit peu à part, et c'est pour ça qu'on parle que de celui-ci. Il est un petit peu à part par rapport aux autres risques naturels majeurs. Le recul du trait de côte est un sujet d'actualité donc dans les faits, mais également d'actualité législative et réglementaire, puisque le sujet a été pour la première fois, on a légiféré sur le recul du trait de côte en 2021. Et donc c'est pour ça que je vous propose de commencer par vous parler de la loi Climat et Résilience. Loi Climat et Résilience d'août 2021, donc qui traite pour la première fois du recul du trait de côte. Donc c'est très important parce que jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à 2021, jusqu'au mois d'août 2021, on avait la problématique du recul du trait de côte, c'était identifié, c'était géré de manière assez informelle par finalement les dispositifs existants sur les risques naturels majeurs. Donc c'était parfois de la submersion, parfois du mouvement de terrain. Et donc, c'était géré comme ça, sauf que depuis quelques années avant 2021, donc surtout autour des années 2018-2019, s'est présentée la problématique du Signal, l'immeuble Le Signal, donc qui était un immeuble qui était concerné par le recul du trait de côte. Les habitants et les copropriétaires ne pouvaient plus y résider et il a fallu indemniser. Et c'est là qu'on a eu toute une saga judiciaire, donc devant le Conseil d'État, puis devant le Conseil constitutionnel. Et donc, on a eu l'affirmation par les juridictions françaises du fait que le recul du trait de côte était un phénomène progressif qui pouvait être anticipé à la différence des risques naturels majeurs tels qu'on l'entend dans le Code de l'environnement. C'est sur la base de cette justification qu'on a d'un côté le recul du trait de côte, de l'autre côté les risques naturels, dans la mesure où les risques naturels
sont un phénomène, enfin, dans la mesure où le recul du trait de côte est un phénomène prévisible, et donc il est certain qu'il va survenir, et on peut même prévoir une certaine occurrence. Donc du coup, aujourd'hui, en 2021, enfin aujourd'hui c'était plutôt hier, mais en tout cas en 2021, la loi climat et résilience est très importante parce qu'elle légifère sur le recul du trait de côte, et donc elle vise du coup à différencier le recul du trait de côte d'un côté et les risques naturels, submersion, inondation, mouvement de terrain tels qu'on les connaît du livre 5 du Code de l'environnement de l'autre côté. C'est du coup la base législative de ce qui va se dérouler ensuite avec les ordonnances et les décrets. Donc la loi climat et résilience, pour le recul du trait de côte, c'est 4 aspects que je vous ai remis dans le PowerPoint. Améliorer la connaissance et le partage de l'information, gérer les biens immobiliers qui sont situés dans les zones exposées, limiter l'exposition des nouveaux biens qui vont, que les personnes vont vouloir construire, donc au recul du trait de côte, et mettre à la disposition des collectivités des outils pour la recomposition spatiale et la relocalisation des biens menacés. Donc, je vais revenir au fur et à mesure sur ces différents points. Vous n'entendez rien? Ah. Laurence, tu n'entends pas non plus? Alors, moi, j'avais coupé mon micro. Alors, Stéphane Cartier, sans vouloir interrompre Johanna, écrivez-moi. Bon, certains entendent bien. Donc, Bon, on va alors, enchaîner. je continue. Volontiers, Johanna. Donc voilà, donc tout commence par la loi climat et résilience. Et donc la loi climat et résilience prévoit ces 4 grands axes, et donc on va les développer ensemble. Je souhaite commencer ce webinaire et l'exposition du contenu de la loi climat et résilience par la liste. Cette fameuse liste décrétale que tout le monde connaît, en tout cas que tout le monde a entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Du coup, pour bénéficier des outils de la loi climat et résilience, donc comme on le verra tout à l'heure, c'est une espèce de boîte à outils à la disposition des communes littorales qui sont exposées. Il faut tout d'abord, et c'est un préliminaire indispensable, que la commune soit référencée sur une liste qui paraît par décret. Aujourd'hui, on a eu plusieurs listes. On en a eu, je crois que c'est la 3e, si je ne me trompe pas, par décret. Et donc, aujourd'hui, on a 242 communes qui sont référencées par décret comme étant des communes exposées au recul du trait de côte. Cette liste tient compte de la vulnérabilité particulière des territoires. Elle est fixée, donc, comme je l'ai dit, par décret, après consultation des conseils municipaux. Elle est révisée, le code le prévoit, elle est révisée tous les 9 ans. Actuellement, c'est vraiment une disposition qui n'a pas de sens aujourd'hui parce qu'on est vraiment au début de la loi climat et résilience. Et du coup, on est actuellement sur un rythme de décret d'à peu près d'une fois tous les 6 mois. Parce qu'en fait, la loi climat et résilience est sortie en août 2021. On a demandé aux communes de s'inscrire en janvier 2022. Il y a un premier décret qui est sorti. Et en vérité, elles ne savaient pas trop à quoi s'attendre parce qu'on avait juste la loi, l'ordonnance n'était pas sortie, les décrets d'application non plus, et donc ça n'avait pas de sens. Donc on en a une première, et en fait actuellement, vu qu'on est au début, on est actuellement sur un rythme de tous les 6 à 8 mois des listes décrétales qui ont vocation, vu qu'on est encore au début de l'histoire, à mon avis, à rester à une certaine intensité sur ce modèle-là. Et donc, pour la révision tous les 9 ans, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est prévu par le code. Aujourd'hui, elle s'actualise finalement au fur et à mesure. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, donc je vous ai mis une petite carte avec aujourd'hui un petit peu les communes inscrites pour vous donner une idée de leur localisation. Mais on en a beaucoup en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et en Normandie. Actuellement, ça se découpe à peu près comme ça, et on en a aussi quelques-unes en Outre-mer. Donc, la liste est un préliminaire pour pouvoir accéder aux différents outils. Une fois qu'on est sur la liste, cette fameuse liste recul du trait de côte prise par décret, il va falloir se poser la question de la carte locale d'exposition au risque recul du trait de côte. Je m'explique.
Pour pouvoir bénéficier des outils, on va être amené à prendre une cartographie. Cartographie pour déterminer des zones et pour savoir finalement les zones qui sont les plus exposées au recul du trait de côte et les zones les moins exposées au recul du trait de côte. En l'occurrence, deux cas de figure vont arriver lorsqu'on parle de cartographie de recul du trait de côte. Soit la commune littorale est déjà couverte par un PPR, un plan de prévention des risques littoraux, qui intègre ce volet recul du trait de côte. Dans ce cas, la réalisation de la cartographie locale d'exposition est qu'une possibilité et non une obligation. Avec la subtilité toutefois que s'il y a un PPRL dans la commune avec un volet recul du trait de côte et si vous ne réalisez pas la cartographie locale d'exposition, vous ne pourrez pas bénéficier de la boîte à outils recul du trait de côte dont je vais parler tout à l'heure. Donc, ça a un intérêt. Généralement, actuellement, ce qu'on a, c'est que les communes ne font pas forcément la cartographie, s'inscrivent dans un premier temps pour voir un petit peu, attendent que tout le cadre législatif et réglementaire se complète un petit peu, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, août 2021, on a encore des textes et on a encore d'autres textes qui vont venir. Donc, certaines communes font ça, s'inscrivent, n'ont pas l'obligation de faire la cartographie, donc restent comme ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre les outils, mais ils attendent un peu. C'est peut-être un moyen de temporaliser. Ça, c'est le premier cas. Une commune est couverte par un PPR. Il y a également des cas où les communes littorales ne sont pas couvertes par un PPRL intégrant le volet recul du trait de côte. Et dans ce cas-là, pour la commune qui est inscrite sur la liste par décret et qui n'a pas de PPRL avec un volet recul du trait de côte, la réalisation de la cartographie sera une obligation. Et donc, la commune devra réaliser la cartographie locale recul du trait de côte qui sera ensuite intégrée au document d'urbanisme. Et ce n'est que dans ce cas où la commune pourra mobiliser cette fameuse boîte à outils climat et résilience. Une petite précision, une fois que la cartographie est intégrée au document d'urbanisme, l'abrogation, la modification du plan de prévention des risques est à la main de l'État. Elle devra, une fois que la cartographie est intégrée dans le document d'urbanisme, elle devra enlever les dispositions recul du trait de côte dans le PPR, sinon ça n'a pas de sens. Et donc, pendant la période intermédiaire, parce qu'on sait bien que ça se calme pas toujours exactement comme on le voudrait. Il y a souvent une période intermédiaire où, du coup, on aura le PPRL avec le volet recul du trait de côte et la carte locale d'exposition. Pendant cette période, ce seront les dispositions les plus contraignantes qui devront s'appliquer. Donc, ce sont les autorités qui seront compétentes en matière de documents d'urbanisme, donc actuellement, donc soit la commune, soit le PCI, en fonction s'il y a eu un transfert de compétences pour les documents d'urbanisme, qui devront engager la procédure d'évolution des documents au plus tard 1 an après la publication de la commune sur la liste. Et donc, pour l'intégration de la carte locale dans le document d'urbanisme, le délai est fixé à 3 ans. Je vous précise que la carte devra être intégrée au document d'urbanisme, puis versée sur le portail national de l'urbanisme. Donc, a priori, on pourra tous avoir accès à la cartographie. Et à défaut de carte locale d'exposition élaborée dans les délais qui sont quand même assez contraignant parce que, comme je l'ai dit, c'est le début, donc tout le monde veut sa cartographie. Ça met un petit peu de temps à mettre en place. On n'avait pas tout à fait la méthodologie, donc on risque quand même pour les premières communes d'avoir peut-être un petit délai de retard. Et donc, dans ce cas, ce seront des cartes de préfiguration qui seront approuvées et versées sur le portail. Voilà pour la cartographie. Donc, inscription sur la liste dit cartographie, obligation ou possibilité. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il n'y a pas de cartographie, il n'y aura pas la fameuse boîte à outils. Dans cette cartographie, vont apparaître deux sortes de zonages, deux horizons, en tout cas 2 zonages. Le périmètre le plus exposé au risque recul du trait de côte, il sera cartographié sur une bande dite 0-30 ans.
Donc, c'est là où on estime le recul du trait de côte, donc à horizon 0-30 ans. Et une deuxième bande, qui sera une bande un petit peu à horizon un petit peu plus lointain, 30-100 ans. Et donc, on estime que l'évolution du trait de côte sera à horizon 30-100 ans dans cette zone. Donc, elle est un peu moins exposée que la zone 0-30. C'est pour ça que de ce zonage va découler deux principes forts. Il faut retenir que dans la zone 0-30, qui est la zone du coup la plus exposée, il y a une interdiction de principe de toute construction nouvelle. Seuls seront autorisés uniquement des travaux d'adaptation et de réfection sur les constructions existantes et également des travaux de construction, d'extension de construction existante, de construction, d'installation de biens qui seront nécessaires à des services publics ou à des activités exigeant la proximité immédiate avec l'eau, sous réserve, et là c'est important, qu'elle soit démontable. Donc du coup, dans cette zone 30, on gèle vraiment pas mal de choses justement pour éviter, on sait que le recul du trait de côte va être vraiment proche et on voudrait éviter de mettre de nouvelles personnes, d'exposer une nouvelle personne à ce risque. Et donc, la deuxième zone, un petit peu plus reculée, recul du trait de côte, on l'estime entre 30 et 100 ans. Là, on admet la possibilité de nouvelles constructions. Toutefois, il y a deux tempéraments à retenir. C'est que lorsque la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d'une durée de 3 ans, il y aura une obligation de démolition et de remise en état des constructions nouvelles et des extensions. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième tempérament, c'est que la démolition sera réalisée aux frais du propriétaire. Et donc, pour mettre en œuvre ce mécanisme, pour les constructions nouvelles dans cette zone, on va demander lors du dépôt du permis de construire ou de l'autorisation de consigner la somme de la démolition de la construction lorsque les personnes vont construire. Et donc, cette somme sera consignée à la Caisse des dépôts et des consignations. En pratique, je ne sais pas du tout comment ça va se mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des communes qui ont réalisé la cartographie et qui sont déjà engagées dans ce processus-là. Là, c'est vraiment de l'application et donc je vous cite un petit peu ce qui est prévu. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça va dissuader les propriétaires ou au contraire, si les propriétaires déposeront les autorisations d'urbanisme et consigneront les sommes. Donc, à voir. Je trouve ça intéressant et voilà, je serais ravie d'en parler avec vous sur l'application de cette disposition, savoir si ça fonctionne pour prévenir et pour éviter d'exposer une nouvelle personne et augmenter le coût des biens exposés à ce risque. Donc, on a notre petite liste, on a donc l'obligation de cartographie, on a déterminé notre zonage, on a maintenant accès à ce que j'appelle la boîte à outils climat et résilience. La loi prévoit tout un tas de dispositifs que je vais vous exposer. Et donc, parmi ces dispositifs, il y a le droit de préemption pour l'adaptation des reculs, des territoires, au recul du trait de côte. Alors, c'est donc un droit de préemption, donc on connaît bien un droit de préemption, on en a plein. Dans le code d'urbanisme, dans le code de l'environnement, on a le droit de préemption urbain pour les espaces naturels sensibles, pour les zones agricoles. Et donc on en a un nouveau dans notre petite panoplie, c'est le droit de préemption spécialisé, entre guillemets, pour le recul du trait de côte. Il a pour particularité de notamment préempter des biens qui vont pas forcément être utilisés dans le cadre d'une opération précise, vu que parfois ils auront vocation à être renaturés. En fait, ça correspondait pas, on pouvait pas actuellement utiliser les droits de préemption qu'on avait sous la main parce que justement la destination du bien répondait pas exactement aux autres destinations qui étaient prévues dans le cadre des autres dispositions.
Donc aujourd'hui, on a ce droit de préemption un petit peu particulier qui est prévu au bénéfice des communes ou des EPCI en fonction de qui a la compétence. Et donc l'objectif est vraiment de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées. Et donc là, la cartographie et le zonage ont tout leur intérêt, puisque du coup, dans les deux zones, l'utilisation du droit de préemption est différente. Dans la zone 0,30, il sera obligatoire, l'instauration du droit de préemption sera obligatoire. Dans la zone 30-100, ce droit de préemption sera optionnel. Il pourra être instauré soit par la commune, soit par le PCI, en fonction de qui a la compétence, simplement par délibération, soit sur toute la zone 30-100, soit sur des portions, des parties de la zone qu'il est pertinent sur lesquelles il est pertinent d'utiliser le droit de préemption. En dehors de ces zones, il faut bien retenir que le droit de préemption recul du trait de côte ne sera pas possible et il n'aura pas de sens vu qu'on ne sera pas dans les zones les plus exposées. Ce droit de préemption diffère de la procédure d'expropriation pour risque naturel. Donc, tout simplement parce que la procédure d'expropriation pour risque naturel, on sera dans le fonds Barnier, on est dans les risques naturels du livre 5. Et là, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on est dans un risque différencié. Le risque recul du trait de côte qui est à part et donc il a sa propre procédure, droit de préemption. Il n'y a pas de procédure actuellement d'expropriation. C'est uniquement de la préemption. Faudra juste savoir que ce droit de préemption prime sur tous les autres dont j'ai pu parler quand on a justement des zonages qui se superposent. Et les biens concernés sont très larges. On a des immeubles, les cessions de droits indivis, les immeubles construits ou acquis par des organismes d'habitation à loyer modéré. Enfin, on a toute une liste qui est assez large sur les biens qui peuvent être préemptés. Le schéma est classique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment calqué sur les droits de préemption qui existent. Donc, il y a bien des spécificités, mais le schéma est classique. Le vendeur ou son notaire transmet la déclaration d'intention d'aliéner à la commune avec copie au directeur départemental ou régional des finances publiques. Il y a un délai de 2 mois qui s'ouvre. Soit la commune ne souhaite pas préempter le bien, donc l'opération s'arrête en tout cas au niveau public et la vente entre personnes privées pourra être conclue, soit la commune souhaite préempter le bien, et donc il y a toute une procédure de demande de pièces complémentaires qui est prévue, de demande de communication, de demande de visite, et donc si la commune accepte de préempter le bien, va se poser la question qui intéresse forcément tout le monde, du prix. Parce que la commune va vouloir préempter forcément au prix le moins cher et le vendeur va vouloir vendre, vendre au prix le plus cher à la commune. Donc, la question du prix est une des subtilités du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte. Pour la première fois, à la différence des risques naturels, on considère que l'évaluation indemnitaire le calcul plutôt de la valeur vénale, ça sera plus juste, doit tenir compte de l'exposition du bien au risque recul du trait de côte. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Avant, on était on a l'habitude en risque naturel finalement que l'État exproprie les biens en tenant compte de la valeur du bien sans son exposition au risque du trait de côte. Donc des fois, on a des procédures d'expropriation pour des biens risque naturel, exposés à un risque naturel qui ne valent en vrai sur le marché privé. Ils ne vaudraient plus rien parce qu'ils sont soit à flanc de falaise, ils sont en train de tomber en montagne, ou ils sont vraiment, ils sont vraiment très très exposés. Et donc en risque naturel, il n'y a pas de décote. Et là, en recul du trait de côte, il y a une possibilité de décote. Forcément, en cas de désaccord sur le prix, alors en pratique, encore une fois, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais j'imagine que les personnes privées ne vont pas forcément comprendre pourquoi leur bien parce que généralement, ils sont très magnifique vue au bord de la falaise, pourquoi on a une décote de, je ne sais pas, je dis au hasard, mais 30%. Et donc,
on pourrait avoir quand même beaucoup de contentieux, à mon avis, sur le prix, en tout cas au début de l'application de ce dispositif. Et donc, dans ces cas-là, on repart sur les dispositions de droit commun. C'est le juge de l'expropriation qui tranchera la valeur. Donc ça, c'est le premier outil, le droit de préemption. À côté du droit de préemption, on a un deuxième outil. Donc, du coup, vous êtes inscrit, c'est une commune littorale, elle est inscrite sur la liste, elle a sa cartographie, elle a droit au droit de préemption, elle a le droit également au bail réel d'adaptation à l'érosion côtière. Deuxième outil prévu par la loi climat et résilience. Et donc, du coup, ce sont des outils qui ont été précisés par une ordonnance du 6 avril 2022. Et donc, ce bail, alors il était en discussion déjà, on l'avait déjà vu dans des propositions de loi avant la loi climat et résilience. Et l'idée, c'est de prévoir un petit peu un outil qui permettrait financièrement aux collectivités de réduire le coût de la prise en compte du recul du trait de côte sur leur territoire. Et donc, ce bail permettrait du coup une utilisation temporaire, une gestion temporaire d'un bien qui serait acquis dans une zone exposée au recul du trait de côte. L'idée, ça serait de pouvoir poursuivre certaines activités dans ce bien, quand bien même on sait qu'il serait exposé, et on l'aurait même, on va voir dans le cas d'un processus, mais on pourrait même le préempter, puis du coup le soumettre à bail réel. Ce bail, du coup, c'est un contrat, tout simplement, qui sera mobilisable dans les zones exposées. Il peut être consenti par l'État, une commune ou un EPCI. Et donc, l'idée et son intérêt, c'est de le croiser avec le droit de préemption. Je m'explique, et donc je vous ai en ce sens d'ailleurs inséré un exemple d'un processus pouvant justement appliquer les deux. On a une personne privée qui souhaite vendre du coup sa maison, qui est inscrite dans la cartographie comme étant une maison du coup qui est exposée au recul du trait de côte. Son estimation, donc l'estimation de la durée de vie du bien est réalisée. Le droit de préemption est appliqué. La commune préempte le bien, donc à un certain montant, avec une décote en fonction de l'exposition au risque. Le vendeur accepte parce que tout va bien. J'ai voulu simplifier le schéma. Donc, le vendeur accepte. La commune a préempté le bien. Elle l'a dans son patrimoine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, pour essayer d'amortir un petit peu le coût de la préemption, la commune peut proposer un bail réel d'adaptation à l'érosion côtière à quelqu'un, à un particulier, à une personne morale, pour justement une activité de tourisme, d'économie du littoral. Et donc, dans ce cas, donc le bail aura, donc ça sera un contrat qui sera entre de 12 et 99 ans. Donc, en fonction vraiment de l'état des connaissances et de l'évolution prévisible du recul du trait de côte. L'intention de conclusion donc, devra faire l'objet d'une publicité préalable. Il n'y aura pas de reconduction tacite du bien, ça ne sera pas possible. Concernant le prix de ce contrat, donc il y aura un prix qui sera proposé, donc un prix à la signature, puis ensuite il y aura une redevance foncière qui devrait être due. Le preneur devra réaliser les travaux de réparation et d'entretien du bien pendant qu'il l'occupe. Et la particularité, c'est qu'il y a une résiliation de plein droit du bail lorsque l'état du recul du trait de côte est tel qu'on ne peut plus du tout assurer la sécurité des personnes étant à l'intérieur. Et donc, dans ce cas-là, le preneur réalisera les opérations de démolition et éventuellement de dépollution du terrain pour renaturer le site. Dernier outil, c'est le contrat de partenariat, le contrat de projet partenarial d'aménagement. Alors, de la même manière que les outils qu'on a pu voir avant, finalement, ce sont des outils existants. Ils existent en droit de l'aménagement, droit de l'urbanisme, droit de l'environnement. La seule particularité, c'est qu'ils ont un petit peu des dispositions spécifiques et qu'ils ont été adaptés pour pouvoir régir la situation recul du trait de côte. Donc, du coup, de la même manière, finalement, le PPA, généralement, les collectivités territoriales le connaissent, mais du coup, ici, il est utilisé vraiment dans le cadre recul de trait de côte.
Donc, c'est un outil contractuel qui peut être mobilisé par les collectivités territoriales. L'idée est de faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement du territoire avec le concours de l'État. L'intérêt aujourd'hui d'utiliser un PPA, donc actuellement sur le recul du trait de côte, on en a 3. On a Coutances, Lacanau et Saint-Jean-de-Luz. Donc, on a ces 3 territoires qui sont actuellement en train de mener un projet partenarial d'aménagement avec l'État. Et en fait, l'intérêt aujourd'hui d'un PPA, on va le voir, c'est d'une part de bénéficier de dérogations à la loi littorale qui ne sont pas possibles par ailleurs. Et d'autre part et surtout, je dirais, le principal intérêt, c'est d'obtenir des financements. Il y a des financements qui sont fléchés par l'État pour les PPA et donc l'intérêt, ça peut être justement d'avoir des financements pour une recomposition spatiale qui peut être intéressante sur le long terme pour justement gérer cette problématique du recul du trait de côte pour les collectivités littorales. Donc, je vous propose de vous parler un petit peu plus en détail des dérogations possibles à la loi littorale. On en a 4, finalement, 4 dérogations. Donc, on peut avoir l'impression que ça fait beaucoup. On va voir que, in fine, en pratique, les dérogations sont très, très encadrées, limitées. Et donc, du coup, ça fait pas, c'est pas une porte ouverte, notamment complète à la loi littorale. Donc, le premier, c'est l'extension de l'urbanisation en continuité de l'existant. Donc, il y aura possibilité de prévoir une relocalisation d'un bien de plusieurs constructions en discontinuité, justement, de l'existant si la commune est inscrite sur la liste. Donc, ça, c'est une première possibilité qui est plutôt intéressante et donc qui permet de contourner la contrainte de la loi littorale d'urbanisation en continuité de l'existant. La deuxième, c'est la densification possible en cas d'absence d'extension du bâti existant. On a la possibilité d'étendre finalement le périmètre du bâti dès lors que l'extension aboutit au plus à la création d'un village au regard des prescriptions du SCOT. Donc là, c'est pareil, il faudra voir comment ça s'applique, mais c'est quand même une deuxième dérogation intéressante. La troisième, c'est par rapport aux coupures d'urbanisation. Donc, les coupures d'urbanisation ont pour objectif finalement d'empêcher qu'on se retrouve avec une urbanisation complète de l'intégralité du front de mer. Et donc, pour éviter ça, il y a cette notion-là dans la loi littorale. L'ordonnance permet, par la dérogation, de ne pas classer un espace naturel qui présenterait le caractère d'une coupure d'urbanisation, pourrait prévoir justement une opération de relocalisation. Donc ça, c'est le troisième aspect. Et le quatrième aspect, c'est par rapport aux espaces proches du rivage. Donc, il y a la possibilité d'y relocaliser les constructions, à titre exceptionnel quand même, par l'extension d'un secteur déjà urbanisé et qui est limité par le SCOT ou par le PLU-PLUI. Donc, ces dérogations, il y en a, donc je les ai synthétisées sous 4 axes. Donc, ce sont les principales. Elles sont intéressantes, mais du coup, comme vous le voyez, elles sont limitées. Et elles sont d'autant plus limitées qu'elles tombent sous le couvert d'un avis de la CNDPS, donc la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Donc, devra donner son avis. Donc, vous pourrez utiliser la dérogation, mais ça sera sous le contrôle de la CNDPS. Et naturellement, il ne faudra pas que cette dérogation induise une atteinte au paysage. Donc ça sera, on sait que la loi littorale, le littoral est quand même protégé. En termes de paysage, il y a quand même beaucoup d'intérêt. Et donc, du coup, il ne faudra pas qu'il y ait d'atteinte au paysage. Donc, il faudra faire attention parce qu'on pourrait voir quand même pas mal de jurisprudence là-dessus. Quoi qu'il en soit, ces 4 dérogations ont le mérite d'exister, ont le mérite de faire du PPA un outil plutôt intéressant, d'autant qu'il permet de relocaliser. Donc, on est vraiment dans je dirais plus dans une phase de prévention
Là où avec le droit de préemption et le bail réel, on est plus dans une phase alors de prévention certes, mais de gestion des biens qui sont actuellement très exposés et de gestion parfois peut-être qui peut être en urgence, notamment sur les zones 0,30 où on voit bien qu'il faut réagir selon la situation assez rapidement. Le dernier point, donc, c'était sur l'outre-mer. Je sais que la question revient de temps en temps. Est-ce que la loi climat et résilience, pardon, s'applique en outre-mer? Parce qu'on sait que parfois, notamment pour la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, il y a des dispositions un petit peu particulières. Là, la loi climat et résilience ne prévoit pas de dérogation spéciale pour l'outre-mer. Il y a des dispositions qui sont prévues justement pour articuler les outils du recul du trait de côte avec la zone des 50 pas géométriques en outre-mer. Je vous en ai mis une, il y en a d'autres, mais la principale, c'est que le régime qui est applicable dans les zones non urbanisées de la zone 030, donc pour cette zone-là, seules les constructions ou installations donc, nécessaires à des services publics, et on retrouve un petit peu notre critère de tout à l'heure, ou à des activités économiques qui exigent la proximité avec l'eau, peuvent être autorisées à condition qu'elles soient démontables. Donc voilà, très brièvement, j'espère que j'ai perdu personne en cours de route. Donc du coup, là, ce que je vous ai exposé, donc comme vous l'avez compris, c'est la loi climat et résilience et ses suites, donc notamment ordonnance je crois que c'est 5 ou 6, mais je crois que c'est 6 avril 2022. Et donc, on a également des décrets d'application qui sont intervenus. Donc, c'est un petit peu la synthèse de tout ça. Forcément, en 40 minutes, c'est très synthétique. Donc, l'intégralité des modalités d'application des dispositifs ne sont pas présents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, le préliminaire, ça sera l'inscription sur la liste, la cartographie pour pouvoir bénéficier de différents outils. Absolument. Voilà. Merci, Johanna, pour cette synthèse très claire. Non, non, c'était très, très bien. Alors, on a déjà une réaction de Nicole Barrière qui vous précise pour la relocalisation d'espaces proches du rivage, j'imagine que c'est par extension d'un village et non d'un SDU, ces derniers n'étant pas autorisés en EPR. Est-ce que tu peux apporter une précision sur cette remarque? Alors, il va falloir me préciser la question. Est-ce que c'est possible? Donc, vous êtes dans les cas de dérogation dans le cadre d'un PPA, c'est ça? On l'a en ligne. Oui, en fait, vous parliez de... Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. C'était effectivement dans le cadre des 4 dérogations à la loi littorale. Vous avez dit qu'en espace proche du rivage, on pouvait relocaliser des constructions à titre exceptionnel par extension d'un secteur déjà urbanisé. Mais j'imagine que vous vouliez dire un village, non? Enfin, oui, je pense. Sachant que les SDU ne sont pas autorisés. Oui. Oui. Ok, bon, c'était juste ça. J'ai eu un doute et voilà, merci. Non, après, à voir encore une fois, c'est vraiment... après, ça va être des dérogations qui vont, je pense, être vraiment rattrapées par la CNDPS. On sait quand même, on sait que la CDNPS, pardon, elle est assez restrictive et donc il faudra voir comment on peut, quelle latitude on nous donne pour appliquer ces dérogations. Très bien, merci. Alors moi, j'avais une petite question en milieu d'intervention. Tu as évoqué pas mal de fois un bon moment tout le droit de préemption. Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin pour évoquer comment est déterminée la valeur du bien à partir du moment où il est identifié dans sa zone 30 et au-delà? Alors, tout à fait. Donc, du coup, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la particularité donc, en matière recul du trait de côte par rapport au droit de préemption et à l'évaluation du bien, ça va être la prise en compte de l'exposition du bien au risque, qui est vraiment une nouveauté par rapport à tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Et donc, il y a un moyen donc à privilégier pour déterminer la valeur du bien, ça va être de déterminer la valeur du bien par comparaison au regard des références locales par rapport à des biens donc, qui ont à peu près la même taille, le même design, même qualification, dans le même secteur d'exposition. Donc, c'est déjà
on applique déjà cette méthode en droit de l'expropriation quand on va devant le juge. C'est déjà une méthode connue hein, d'évaluation des biens expropriés ou préemptés. Et donc, du coup, c'est de voir un petit peu sur une période récente équivalente ce qu'on a pu faire en termes équivalents. Donc, la maison du voisin est vraiment la copie identique parce qu'imaginons qu'on est dans un lotissement. Elle a été vendue, par exemple, et donc sur un même niveau d'exposition, et on va regarder ça. Sauf qu'on va avoir le problème, forcément, vous l'avez tous compris, on est au début de l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc on a le problème au début de l'histoire qu'on n'a pas forcément de référence sur justement des biens situés dans le même zone d'exposition, on ne sait pas trop. Et donc ce qui va se passer, c'est là où on va appliquer une décote qui sera proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible. Pardon pour les mots un petit peu barbares, mais qui pourra du coup être appliqué à la valeur du bien hors zone d'exposition. Donc on va prendre un marché standard, un bien équivalent, on va voir à peu près à quel tarif il va être vendu, et donc on va lui appliquer cette décote. Donc là, plus le bien sera proche, je dirais, de la limite dans la zone, plus il sera à temporalité restreinte, donc à un bien exposé à 5 ans, on peut imaginer une décote très très forte, alors qu'un bien exposé à, je sais pas, à horizon dans la zone 30-100 à horizon 85 ans, on peut imaginer que la décote sera un peu moins importante. Donc voilà, on va avoir vraiment ces deux systèmes avec forcément idéalement une valeur du bien déterminée par comparaison, mais qui ne pourra pas être déterminée par comparaison dans un premier temps, et donc qui devra être déterminée avec une décote par rapport au marché classique dans un premier temps. Très bien. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, mais alors du coup, j'en ai préparé une ou deux. Par rapport à ce que tu disais, tu as évoqué la possibilité pour les communes de s'inscrire à la carte de recensement. Donc ça, c'était très clair. As-tu une idée du pourcentage ou du nombre de communes du linéaire côtier qui sont touchées réellement par ce phénomène d'érosion et qui nécessite, au-delà juste du constat, une recomposition du territoire? Alors, c'est toujours pareil. On est donc la liste décrétale, elle est proposée par l'État sous couvert de discussion avec les communes, pour le dire simplement. Et donc, en théorie, si on reprend les textes, c'est l'État qui est tenu d'inscrire sur la liste les communes concernées. Elles peuvent s'opposer à un ajout, mais en tout cas, c'est l'État qui est à la manœuvre. Mais en vrai, derrière, on a quand même les communes qui se portent volontaires ou non pour l'inscription sur cette liste. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que forcément, il y a le nombre de communes concernées par l'érosion, c'est 20% du littoral. Donc, je n'ai pas le nombre, mais on imagine en tout cas qu'il y a un certain nombre de communes et bien loin des 242 inscrites aujourd'hui sur la liste. Ce qu'il y a aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a une grosse problématique de financement. On l'a vu, il y a notamment l'ordonnance du 6 avril 2022, donc qui précise, je dirais, le cadre juridique au niveau du droit de préemption, du bail réel. Et donc, cette ordonnance a été attaquée devant le Conseil d'État et afin de voir, donc de prononcer son annulation. Et donc, ce recours a été porté par notamment l'ANEL. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine réticence à s'inscrire sur la liste, tout simplement parce que on propose une inscription sur une liste, on propose la réalisation d'une cartographie, alors qui va être quand même, elle peut être financée, je crois, jusqu'à hauteur de 80% par l'État, mais donc il restera quand même 20% à la charge des communes. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément de dispositif d'aide au financement pour que justement les communes puissent
puissent prendre en charge ce coût non négligeable quand même pour les outils. On leur demande de préempter un bien, très bien, mais il va falloir des fonds pour préempter. Et aujourd'hui, on a ce problème-là. Donc, je pense qu'on a 242 communes aujourd'hui. C'est bien loin des communes exposées, de toutes les communes exposées au risque érosion. Mais je pense que ça viendra au fur et à mesure avec la précision des dispositifs législatifs et réglementaires d'une part, et des dispositifs relatifs au financement. J'ai entendu dire qu'il y aurait sûrement des dispositions en matière de financement au recul du trait de côte, je dirais, qui seraient prévues dans la future loi de finances, donc pas celle de cette année, mais celle de 2024 pour 2025. Donc du coup, je pense que actuellement l'État est conscient de la difficulté qui a été remontée à de nombreuses reprises, et donc du coup, je pense que quand il y aura des dispositions financières d'aide aux collectivités qui permettra justement de les pousser pour prendre en charge une partie de ce coût qui n'est non négligeable, on aura beaucoup plus de communes, à mon avis, qui s'engouffreront justement dans ce travail nécessaire de sécurisation, de protection des biens et des personnes exposées au recul du trait de côte. Très bien. Alors, on a une petite demande de l'ISTRA. Le droit de préemption s'accompagnera-t-il d'un droit de délaissement? Et avant ça, avant que tu donnes ta réponse, je voulais profiter, si quelqu'un parmi vous est touché et habite une commune qui est touchée par ce recul du trait de côte et que vous souhaitez partager votre expérience, vous êtes le bienvenu et n'hésitez pas à lever la main et prendre la parole. Et je te laisse répondre, Johanna. Du coup, pour le droit de préemption, recul du trait de côte, c'est une bonne question. Je crois qu'il n'y a pas de droit de délaissement prévu, mais je souhaiterais vous confirmer quand même. Il faudra que je regarde l'ordonnance. Honnêtement, je sèche là. Je sais qu'en DPU, c'est le cas, mais là, je ne crois pas. Mais je vous dirai en tout cas. Je remonterai l'info et Laurence, on pourra le marquer quelque part. On le mettra absolument. Est-ce que tu peux nous citer quelques sites internet qui font loi ou office en la matière? Oui, alors il y a Géolittoral qui est déjà très intéressant. Il y aura sûrement Géoportail finalement, parce que tout ce qui est portail de l'urbanisme, vu que quand la cartographie sera élaborée, elle devra être intégrée au portail de l'urbanisme, donc on pourra sûrement retrouver les infos. Après, un site intéressant également, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Alors, c'est pas un site, c'est plutôt un guide qui va être intéressant. C'est le guide d'élaboration de la cartographie qui a été réalisé par le BRGM et le CEREMA. Donc, c'est un guide à destination des bureaux d'études et plus globalement du coup des collectivités qui précise les modalités de détermination du zonage 0, 30, 30, 100. Et donc, du coup, on a notamment, et c'est intéressant de l'avoir en tête, l'obligation de faire, lors de l'élaboration de la cartographie, la construction de 2 scénarios pour les 2 zones. Je m'explique. Pour la zone 0-30, il faudra faire un scénario médian avec des paramètres usuels et un scénario sécuritaire qui visera à détecter les effets de seuil, notamment pour maximiser les reculs. Pour la zone 30-100, il faudra faire pareil. Un scénario médian avec des paramètres usuels, un scénario sécuritaire pour détecter les effets de seuil. Attention, et c'est là où il faudra s'assurer de sécuriser juridiquement tout ça, c'est que quand la cartographie finale va être élaborée, il faudra choisir entre les scénarios. Forcément, si vous prenez des scénarios sécuritaires, ça aura tendance à geler tout, à avoir une zone 30-100 beaucoup plus importante et une zone 0-30-30-100 plus importante. Si vous choisissez un scénario médian 0-30-30-100, forcément, il y aura moins d'impact. Mais par contre, forcément, en tant qu'élu, si vous êtes présent et vous êtes élu, vous allez tout de suite y penser. Il pourrait y avoir des impacts en termes de responsabilité. S'il y a un accident pour un bien très exposé, il pourrait y avoir une difficulté. Et donc, j'insiste dès à présent, donc
je pars un peu du guide d'élaboration, mais c'est l'occasion de faire l'aparté. J'insiste qu'il sera important d'expliciter et de justifier les scénarios de projection qui seront retenus pour chaque horizon temporel dans la cartographie. Il faudra bien sûr justifier que les résultats soient cohérents avec la réalité du terrain. Donc voilà, c'était petit aparté, mais en tout cas, le guide d'élaboration de la cartographie est très intéressant et sera utile aux communes et également au bureau d'études. Merci, Johanna. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres précisions à nous demander, je crois que ce webinaire touche à sa fin. Alors, ce que je fais, c'est je viens de vous mettre dans la conversation le lien vers les autres webinaires qui ont eu lieu depuis fin novembre et en ce mois de décembre. Donc, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des documents qui ont été présentés ainsi que les replays. Donc, voilà, c'est un accès libre et gratuit à tous ce cycle de webinaires. On voulait remercier vraiment chaleureusement Johanna pour les 2 webinaires qu'elle nous a proposés avec une technicité affûtée sur les sujets proposés. Et puis, je vais vous mettre dans un tout petit instant le lien vers le questionnaire de satisfaction que si vous voulez bien le remplir. D'ici là, je vous souhaite à tous d'excellentes et de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et puis, je vous donne rendez-vous en 2024 pour probablement un nouveau cycle de webinaires à peu près sur le même format. Et on espère vous voir très nombreux dès 2024. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année et une bonne soirée. Merci à tous.